en disant que Laurent Gbagbo est permanemment leur bourreau, nous sortons, nous répondons. Maintenant, vous autres qui venez dire, faire l'équilibre des choses, pour dire, tant, nous on s'en fout de vous. C'est ce qu'on se dit là. Et moi je dis là, que les gens écoutent. Merci à notre jeune frère qui a décidé de rejoindre la lutte. Malheureusement, j'étais aujourd'hui occupé, mais qui pense que notre façon de communiquer est aujourd'hui pour lui un exemple. Et donc, il aimerait au moins nous accompagner. Et je voudrais rendre hommage à notre frère qui manque du sommeil, à nous suivre partout, qu'on appelle mon frère, comment on appelle, André. En tout cas, merci. Merci à toi. Je laisse mon frère Hans parler, voilà, pour que je me désaltère un peu. Ouais, mon frère Soleil, j'espère que tu vas bien. On va rigoler. Non, en fait, il faut que les gens comprennent que ils vont saigner des oreilles. Tu vois, non? Voilà. Parce que le gars qui est derrière toi, là, on va pas l'avaler comme on a été, comme Ouattara nous a été fait avaler. Par qui? Par les mêmes gars du PDCI. Par les mêmes gars du PDCI. Et dès que tu finis ton panel, bon, je monte, hein, tu sais. Et puis, ils veulent nous, comment on appelle ça? Ils veulent nous complexer du genre, non, vous parlez plus du RDR. Non, vous avez laissé la lutte. Mais qui vous a dit qu'on a abandonné la lutte? Non. Le boy de Ouattara, c'est celui qui est derrière, là. C'est son fils. C'est son élément sûr. Ils sortent du même moule. Celui à qui il a confié sa candidature, celui à qui il a donné, il a soumis son projet de vouloir devenir président, là. Ce n'est pas Henri Konan Bédié. Lui-même, il le dit. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, là, il a pris sa famille. Tout le monde aurait cru que c'est Bédié qu'il allait voir pour dire, le vieux, c'est toi qui m'as fait. En tout cas, j'ambitionne un jour de devenir président de la République, mais je voudrais que tu m'y accompagnes. C'est pas Bédié, il allait dire ça. C'est à Draman Ouattara. Pourquoi? Ben, c'est son vieux père. Ben, c'est le boy de Ouattara. Maintenant, la question que moi je me pose toujours. Quand il dit si Ouattara n'avait pas accepté de poser sa candidature, s'il m'avait dit qu'il posait sa candidature, depuis quand la candidature d'un président de parti influe ou alors impacte la candidature d'un autre président de parti futile? Non, je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Quand l'Occident vous envoie, il faut savoir s'envoyer. Tu comprends? Et nous, Laurent Gbagbo, qu'il soit votre souffle-douleur, ça c'est vous qui voyez. Parce que c'est pas maintenant que Laurent Gbagbo fait la politique. C'est votre gars là, cet arriviste là, qui vient d'arriver, il n'y a pas des jours là. Celui qui vous a fait croire, qui vous a fait croire à des, je sais pas moi, il vous a vendu du rêve, comme un marchand de sable en plein désert. Aujourd'hui, vous vous réveillez avec la brutale réalité qu'en fait, il peut rien créer. C'est ça en fait. Il peut rien créer. Il peut absolument rien créer. Il est venu en héros. Non, Ouattara peut rien créer devant Thiam. Thiam, d'où il vient là? C'est le patron même de Ouattara. Lui, il mange avec qui? Il sait café là-bas, il mange pas avec quelqu'un là-bas. C'est le boy de Macron. Donc, il répète pardon de Ouattara. Non, est-ce que Ouattara peut parler devant Thiam? Et puis, il faut les voir en train de vociférer sur les panels. On ne peut pas respirer. Il dit, mais c'est quoi? C'est qui ceux-là? En train de piailler, déjà cassés, mais tu les entends même, mais tu es étonné. Tu vois un peu? Mais Ouattara lui a montré que il n'est absolument rien. Il a dit que pour lui montrer que c'est un amateur qui ne pourra rien créer, il a rendu apatride en même temps. Et puis, il n'y a rien. Il faut être, j'ai dit, un usurpateur pour se faire avoir de la sorte. Tu viens, tu dis pas à tes gars que tu as abandonné ta nationalité et puis tu viens les mettre dans des conditions bizarres. Ça veut dire que tu les fais mentir, vous donnez la latitude au Ati Bangala de dire des choses qui sont vraies. Sur quelqu'un qui, normalement,
hein, et ce qu'il doit être de plus... Non, tu sais, Soleil, moi je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Ceux-là, c'est eux le mal de la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne vais plus jamais les abandonner. Je vais être dans... Toi, tu sais ce qu'on est en train de faire, tu vois. Parce que, à la vérité, là, le prolongement de Ouattara, c'est celui qui est derrière toi, là. L'envoyé des Occidentaux. Attends, quelqu'un qui a pour ami Macron, lui peut travailler contre les intérêts de Macron. Quelqu'un qui a pour ami, c'est lui-même qui le dit, ce n'est pas nous. Il se vante d'être le pion, hein, du système financier mondial. Il se vante d'être celui-là même qui peut travailler. Mais nous, on s'en fout de ça, frère. On s'en fout de ça. Est-ce que ça, là, c'est pas quelque chose qu'on nous a déjà vendu? Ouattara est venu nous promettre ici les plus de milliards. Qu'est-ce qu'il n'a pas promis aux Ivoiriens? Ah non, lui, il a été au FMI, il est imprégné de la démocratie à l'occidental, hein, c'est celui-là qui lutte véritablement pour les droits humains, et il est contre l'exclusion, il est ceci, cela, il est ceci, cela, à tel point qu'il a pu berner les bédiers et tout ça. Mais quand on a donné l'effectivité du pouvoir à Ouattara, là, c'est quoi il nous sait? Il ne travaille pas pour l'intérêt de ceux qui l'ont envoyé. Donc, celui qui est derrière toi, le boy des Occidentaux, là, lui, il peut te créer quoi? Non, je pense que il faut arrêter de faire souffrir les Ivoiriens inutilement. C'est-à-dire que le PDCI ne va pas prolonger la souffrance des Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Si vous ne pouvez pas lutter dignement, sortez de la politique. Vous êtes le parti le plus vieux, selon vous. 40 ans de pouvoir, sans que personne ne vous gêne. Vous avez volé dans les caisses de l'État. Attends, Ouattara, devant vous, c'est un petit joueur? Est-ce que Ouattara, c'est un voleur? Ouattara, ça a à peine 20 ans, il est là. 15 ans même, je dirais 15 ans. Vous là, vous avez fait plus de 40 ans. Un règne sans partage. Des ministres d'à peine 21 ans fêtaient des milliards. Des gens à peine sortis de la puberté qui fêtent milliards. Eux, ils font quel travail, puis ils ont cet argent-là. Vous avez fait tomber les structures comment on appelle ça, du café. Vous avez volé. On a eu les banques, on a volé, mettre à genoux à caisse table et tout ça. Vous avez fait tomber des banques agricoles ici. Ça veut dire que vous avez passé le temps à piller la Côte d'Ivoire. Vous, c'est quel exemple vous êtes dans la guerre? La preuve en est que le RDL, là, mais il sort du ventre du PDCI. C'est pas les partis Kachi qui sont en train de se vautrer là-bas. Parti Kachi, là, c'est qui? C'est RDL, c'est PDCI. Toujours en train de s'acoquiner avec le mal. Parce que, à la vérité, vous n'avez jamais rien acquis par la lutte. C'est ça la vérité, en fait. Comme un vieux parti comme ça, c'est RDL qui est né en 94, là, qui va venir vous dire, oh, toi, va là-bas, ça n'est pas amusant, tu saignes des oreilles, on sait. Faut laisser ça. Si ça te faisait pas mal, tu n'allais pas chercher à aller sur les panels de nos frères babouistes pour parler. C'est bien, ça te fait mal, Kevin. Faut laisser ça. Nous, on est au courant. C'est pas que quand tu as dit ça, on dit non, tu es trop intelligent. Non, faut laisser ça, frère. Quand quelque chose doule là, tu es forcément bien de parler. Sinon, tu n'en as pas parcouru tous nos panels. Tu étais sur le panel de Juin. Tu es sur nos panels. Partout où tu es, tu as parlé de ça. C'est pareil, tu sais que ça. Nous, on sait que ça rentre. Faut même pas te fatiguer. Nous, on sait que ça vous doule. Ça, parce que nous, là, pour Laurent Gbagbo, on est habitués. Qui n'a pas parlé ou qui ne continue pas de parler mal de choses qu'on appelle ça de Laurent Gbagbo? Vous le faites tous les jours. Depuis combien d'années? Nous, on s'en fout. C'est devenu une pommade pour nous. Ça veut dire qu'on se réveille, on voit même, on en rigole. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Laurent Gbagbo que vous allez dire de nouveau? Maintenant, c'est nous là qui passons, c'est nous là que vous allez prendre nos photos pour parler de ça. Oh frère, non, faut laisser ça. Faut trouver mieux. T'as m'insulté, puis moi, ça me fait quoi? Vous allez nous insulter, nous, ça nous fait quoi? Ah, tiens, non. Nous, on dit, les boys, les valets locaux, celui qui torche le derrière d'Obama à chaque fois qu'il va aux toilettes, là, c'est lui que nous allons dénoncer. Le RDF vient, un vieux parti comme le PDCI, c'est eux qui vont vous promettre le pouvoir. Mais qui vous a dit que le pouvoir, là, ça se promet même? Qui vous a dit? Qui vous a dit que le pouvoir, là, ça se transmet? Non, le pouvoir se conquiert. C'est une lutte de longue haleine qui permet qu'on ait la tête du pouvoir. Mais vous, on vous a tout donné. Donc, toujours en train de tendre le talier, comme des mendiants, hein, en attente d'un plat. On comprend. Va venir dire, non, supportez-moi. Et puis après, je vais vous donner le pouvoir. Et puis vous êtes dedans.
Tiam, tout à l'heure, quand j'ai ouvert mon panel, j'ai fait une séquence de ses sorties et tout ça pour montrer que c'est pas quelqu'un de fiable, pour montrer que c'est un gros menteur, pour montrer qu'en fait, il est vide. Il n'a aucune âme, il n'a aucune conviction et jamais il ne va aider les Ivoiriens à faire quoi que ce soit. C'est la plus grosse supercherie de la politique ivoirienne. Quelqu'un qui ne prône pas clairement et de facto la souveraineté, quelqu'un qui ne plaide pas pour la rupture de l'ordre ancien, il ne peut rien créer. Il ne peut pas faire plus que Ouattara, sinon il va faire pire que Ouattara. Donc nous là, c'est lui. C'est lui. Non seulement, ce sont les non-nationaux qui sont toujours fabriqués, à qui on donne un pédigré pour venir, comment je peux dire ça, pour venir beurrer les yeux des frères africains. Parce que c'est toujours vous. Il suffit que quelqu'un vienne en costume 3 pièces, dise que non, je mange avec X ou Y, dise que non, je suis assis à la table de tel chef d'État occidental, et puis c'est fini. Le PDCI va se livrer comme une poclée, sans réflexion. Non, la politique, c'est plus sérieux que ça. Quand Laurent Gbagbo se met dans un front avec vous, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qui est Thiam. Laurent Gbagbo, avant qu'on ait le front commun, il va le dire clairement. L'instrument PDCI ne doit pas mourir. Mais posez-vous la question, qui doit faire mourir l'instrument PDCI? Parce que Thiam, il utilise le PDCI comme une monture, il s'en fout de vous. Vous n'êtes rien, vous n'êtes que l'élément sur lequel il compte s'appuyer pour assouvir les besoins que ses maîtres lui ont confiés. C'est aussi simple que ça. Donc nous là, ce qu'on veut faire, c'est de dire aux Ivoiriens, le danger Ouattara ne se reproduira plus tant que nous sommes là. Et ça, c'est la mission que nous nous sommes donnée. Vous allez saigner des oreilles. Parce que ce gars-là, je ne vais pas le lâcher d'un iota. Voilà. Et parler de lui ne nous empêchera pas non plus, mais de parler de ce qui se passe. Vous dites, non, on ne parle pas de Ouattara, mais le RHD plantain s'entrebouffé là-bas. Ceux qui donnaient les tabourets à tout va là. On va enlever les tabourets en bas d'eux. Ça veut dire qu'il y a une guerre intestine entre eux. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que ça fait avancer clairement dans la lutte? On va y revenir. Ça là, ça est là, c'est au chaud, ça est là. Mais on parle de toi, le gars qui est assis à 6000 km là-bas. Là. Ouais, mon frère Soleil, attends, je laisse la parole. Vas-y. Non, tu peux parler, mais on a un invité. Je sais qu'il y a Olivier Blé qui est là. Mon frère Olivier Blé, bonsoir frère. Comment tu vas? Over. Ah, bien, merci. Bonne année à tout le monde, hein. Je t'avais laissé un message, tu n'as pas vu. Bonne année, bonne année, Non, merci frère, bonne il n'est année. pas vu. Peut-être que c'est la messagerie. On est ensemble. Non, je l'ai écrit même, ouais, en plus. Mais c'est pas grave. Non, non, Bonne je année, sais qu'il n'est Hans. pas, il est sur Ouais, le bonne côté. année, Olivier. Olivier, tu Mathieu, sais. salut. Bon soleil. Bonne année, Mathieu. Comme je suis au bar, Voilà. je remonte après. Ah, tu D'accord. Ou bien descends. je joue mon panel. Mais tu peux Après, être il là va très ouvrir un bientôt. panel tout à l'heure, c'est pour ça. Eh. Ah ouais, Vas-y. Moi, il ok, ferme et puis après, on va chez lui. ok, ça marche. Donc, vraiment, je souhaite une excellente année à tous les Ivoiriens, surtout aux braves Ivoiriens que nous sommes, parce que c'est pas évident de se faire, c'est un peu se faire harakiri, hein. Les gens sont heureux d'être en Côte d'Ivoire. Ils font des vidéos dans cette misère-là pour donner le sentiment d'être très épanoui. Mais même quelquefois, l'envie de bouffer dans le petit coin qui manque d'hygiène, ça manque aussi, hein. Aller manger garba dans un coin un peu pas trop propre, ça manque. Et c'est une réalité qu'on vit, nous autres. On a choisi cela, c'est un combat qu'on porte avec ses impairs. Voilà. Donc, je veux tirer le chapeau à tous ceux et celles qui ont choisi de se battre contre ce régime tortionnaire, ce régime terroriste. Parce que les gens, ils ont peur qu'on emploie les mots, mais c'est la vérité. C'est un régime terroriste qu'il y a en Côte d'Ivoire. Parce que toute personne ou organisation de groupe qui a pour vocation de mettre en évidence une pensée, une religion, une zone d'origine, euh, et qui, pour le faire, agit avec la peur et la terreur, n'est qualifié autrement que d'un groupe terroriste. Et en sa tête se trouve Alassane Ouattara. C'est un terroriste. Maintenant, le visage que je vois là, qui me rappelle des bons moments passés à Trècheville, à manger à midi, m'a fait prendre un peu une certaine forme de verticalité au niveau abdominal quand même.
Eh, je vois ce visage-là. Pourquoi tu ris? Je suis Pourquoi un tu habitant ris? de Trashville, donc est-ce que tu es en train de parler du Cap Guen? Mon ami, il faut dire, Olivier, tu vas descendre, tes conneries, tu es dedans là. Tes conneries, tu es dedans là. Tu vas, il faut dire Sénégalais, il y a quoi? Tu nous fatigues là, il y a quoi? Conneries. Donc, comme mon frère Hans a dit tout à l'heure, l'Occident a toujours utilisé les parvenus, les pieds noirs, les pieds plats pour essayer de piller. Et qui mieux que ce visage qu'on voit là, qui de façon asymétrique est très éloigné de la Côte d'Ivoire. Ça prouve qu'il n'y a pas d'enracinement en Côte d'Ivoire. Parce que on a beau être laid, beau, mais il y a ce qui est ivoirien, ça tient dans le visage. Ça tient dans la silhouette. Et honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas d'ivoirien dans ce visage que tu as placardé derrière toi. Je ne sais pas comment tu fais pour te tenir devant un tel visage, mais bon, euh, il y a la CAN qui se joue dimanche, on va voir ce que ça va donner. Pour l'heure, il faut dire les choses avec courage. Moi, j'ai eu la chance, je ne vais pas entrer dans certains détails, mais je peux vous rassurer que Thiam n'est pas engagé dans une libération des Ivoiriens. Du moins, la libération telle qu'on la conçoit, il n'y est pas du tout. Parce que j'en connais qui ont discuté avec lui par rapport à sa posture, sa position et ses ambitions. Et surtout, désolé si je parle de cette façon-là, parce que j'essaie des choses que je ne dois pas dire. Voilà. Donc, Olivier, il mais faut dire des choses, on ne va pas te retirer des mots. Vas-y. non, 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 je dis ça parce que c'est un projet qui court encore. C'est pour ça que voilà. Mais lui, Thiam, il a manifestement expliqué que lui ne peut pas mettre 1 euro, je le dis, avec ses mots à lui. Il ne peut pas mettre 1 euro si les Ivoiriens ne sont pas capables de prendre les rues pour se libérer. Or, donc, Ouattara, il a attendu que les Ivoiriens prennent les rues pour se libérer? Non. Ouattara a utilisé les moyens et il a mis les moyens. Thiam n'est pas prêt à mettre 1 dirham dedans. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a payé des lobbyistes américains à hauteur de 200, pour être plus exact, 275 000 dollars. Il a payé 2 agences de lobbying pour pouvoir faire sa com, faire le, bon, c'est même pas des peines, pour pouvoir exposer Ouattara et son terrorisme. Mais s'agissant des actions pragmatiques, des actions véritables sur le terrain, Thiam était très loin. Il était très loin. Mais comme on est dans une politique fiction où les gens sont à adouber, j'ai vu des gens qui pour moi étaient quand même avaient les neurones qui étaient irrigués régulièrement par la voix, par le sang. Mais j'ai découvert que ces gens-là, en vérité, ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Ils ont des déficits graves. Ils soutiennent Thiam. Regarde le jeune qui est en bas là, qui a, au mépris de son patronyme, et aller prendre un patronyme sénégalais, pourtant lui, il est ivoirien, et il se prend un patronyme sénégalais, et il se promène sur le panel à faire des girouettes, des pirouettes pour justifier ce qui n'a pas le droit d'être. Thiam n'a pas qualité, il n'en a pas qualité à être leader d'un parti, même somme-t-il, on peut décrier le PDCI-RDA pour ce qu'il a été depuis 1951, un parti aux antipodes de la norme. C'est un parti qui a toujours œuvré contre les Ivoiriens, où son leader, à travers Houphouët-Boigny, a œuvré j'ai envie de dire, à sa propre satiété. Houphouët ne s'intéressait qu'à ça. Tous les morts qu'on a eus là, vous les connaissez, hein, on n'a pas besoin d'être historien. Les Biaka Boda et compagnie, ben, c'est des gens qui ont été liquidés pour qu'Houphouët-Boigny soit à la tête du pays. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Tiens, pour moi, c'est un pleutre. Et je ne le dis pas pour autre chose. C'est un pleutre. Le pleutre en français, c'est le boulet de trou. C'est celui qui est dans un groupe, mais qui tire le groupe à l'arrière. Et Thiam, c'est un pleutre dans cette opposition. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être cités, on les a assez, on les a assez exposés, on n'a plus besoin de les citer. Mais Thiam, s'agissant de lui, qui prend les rênes d'un parti aussi important, il gère le parti de la façon la plus calamiteuse, celle qui a compéti en sa faveur
à la prise de la tête du parti, là, Thiam n'est pas pour un Ivoirien sérieux qui croit et qui espère que la Côte d'Ivoire se réfasse, loin de cette oligarchie occidentale-là. Thiam n'en est pas là. Thiam, il y a une vidéo là, je ne sais pas où je peux la trouver, où il s'insurgeait contre le fait que les Occidentaux, sinon la France, continuaient à apporter soutien à Ouattara et non à lui. À demi-mot, il a dit, mais il s'est insurgé contre ça. Mais quel est cet homme politique-là qui ne peut pas se battre pour se faire une place? Il ne se bat pas pour se faire une place. On n'a qu'à lui donner une place. Mais le président Laurent Gbagbo disait en 2000, celui qui te fait président là, non, celui qui te fait roi, c'est lui qui a pouvoir sur ton trône. Mieux vaut être redevable au peuple que d'être redevable à quelqu'un à l'extérieur. Il faut faire je laisse la parole, j'ai un appel, quelqu'un insiste de ma voix, donc je suis là. Voilà. Ah, Olivier Bré n'est pas doux, hein. Ah, le gars, quand vous avez interdit son nom, il va nous prendre en Ivoire bientôt, hein. Mon frère, c'est ta commission que tu as eue. Mon frère André, allons-y, parce qu'on ne va pas durer. Après, on va commencer là, son live. Faut pas faire monter Olivier sur nos panels. Hein? Olivier, là, son niveau, là, beaucoup qui n'ont pas ça. Nous, les gros français, on est fatigués à ça. On est fatigués, Olivier, on ne veut pas gros français ici. OK? Il faut parler terre à terre. Les gens vont comprendre. Nous, on a un point qui est très simple. Et Zoku, qui t'a fait monter? Il ne faut pas faire monter Zoku ici. Il y a des gens, il ne faut pas les faire monter ici. Il y a quoi? Vous êtes en tas comme ça. Quel est votre problème? Nous, on a un point qui est très simple que nous disons. Le mal profond de la Côte d'Ivoire s'appelle le PDCI. Est-ce que ça, là, on a besoin de faire CP1 pour ça? Le PDCI, là, ce sont les gars, RDS, c'est PDCI, PDCI, c'est RDS. Voilà nos problèmes. C'est tout. Donc, on ne peut pas s'attaquer au RDS et puis laisser le PDCI. Voilà, c'est tout. Le PDCI, c'est eux qui sont nos problèmes, là. Voilà, opposant qui est là, il dit les frères, la 60, il est couché en France ici, on a fait de lui président. Voilà, c'est tout. Voilà le schéma qui est là. Des gens qui ne veulent pas, on a sorti de ça. On veut compter sur le peuple pour que change les choses. C'est tout. Voilà le problème du PDCI. Le PDCI n'est pas prêt pour ça. Thiam n'est pas prêt pour ça. Et nous disons au PDCI, ils savent ça. Nous, depuis longtemps, on se taisait par rapport au président Laurent Gbagbo. 1.1, c'est tout. Maintenant, on ne va plus se taire. Voilà. Et c'est qu'on dit aujourd'hui, là, en 2026, là, en 2030, en 2040, des gens vont dire ça. Et nous-mêmes vont nous étouffer en libre. Voilà. Donc, nous, on est en avance. Voilà. Le problème, la plaie de la Côte d'Ivoire s'appelle le PDCI. Si on est dans la merde, ça s'appelle le PDCI. Est-ce que le son est bon? C'est le PDCI qui est problème en Côte d'Ivoire. C'est eux là. Chaque fois qu'ils nous ramènent les étrangers, pourtant il y a des Ivoiriens valables, instruits, intelligents, qui peuvent gouverner ce pays. Pensez aux Ivoiriens. Voilà nos problèmes. Est-ce que quand on a fini de dire ça, on a insulté quelqu'un? Donc, on ne peut pas venir prendre un Sénégalais là, Djongro. Moi, je vais te dire un truc. Hein? Les gars parlaient tiam. En fait, c'est des gars qui, franchement, peut-être il était ministre, il était tout ce que vous voulez, au Bénin, des trucs comme ça. Et puis, il a commencé, il a fait son truc de 23, près de 25 ans, je ne sais pas, à l'extérieur, il s'est prouvé partout, sauf en Côte d'Ivoire. OK. Donc, il vient, on dit, tiens, on va devenir président. Donc, moi, je ne connaissais pas sa voix, je ne sais pas c'est qui ce monsieur-là. Et puis, un jour, je me suis assis et dit, écoutez le monsieur-là. Mais, je l'écoute parler, je dis, mais lui, il a tiam là. Mais il a quoi d'ivoirien? Pourtant, lui, il dit, il est né en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas l'accent ivoirien. Et puis, en plus, bon, dernièrement, il a dansé son zoblazo là. Demain, le gars, il danse Djangra, on dirait les Glédja. Je dis, mais c'est qui ce type-là? Mais d'où il vient, ce gars-là? D'où il vient, ce gars? Il vient d'où même? Tu n'es pas ivoirien, il ne faut pas mettre les gens. Oh, franchement, le PDCI, franchement, ils font vomir ce parti-là. Et ce qui est énervant, c'est que, comme pour eux, pour faire simple, c'est les baoulés là même là-haut. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes en Côte d'Ivoire, quoi. C'est-à-dire qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est une royauté. La Côte d'Ivoire leur appartient.
On sort un Sénégalais là, et puis voilà, un matin, il devient baoulé. Non, mais il faut arrêter. Mais il faut arrêter, on n'a pas encore fini le Burkinabé. On n'a pas encore fini le Burkinabé, mais attends, là, attends, mais les gars, vous avez quel problème? Vous avez quel problème même? Et c'est ce que nous dénonçons. Et ça là, on est vous jusqu'à la gare, derrière la gare. Voilà le vrai point. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Ça là, il faut que ça rentre dans vos youkouris là. On ne va pas vous laisser. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas le royaume des baoulés. Voilà. Au PDCI là, il y a des Ivoiriens vrais qui peuvent, voilà, enlevez-nous ce Sénégalais là. Il y a un gars comme ça. Quand on dit c'est un amateur, mais c'est pas possible ça. Mais Laurent Gbagbo l'a dit. Vous êtes cadenté à gauche, à droite, telle poche, telle poche, telle poche, telle poche. Devant tout. Achu Banga, ce vilain type, ce crasseux Achu Banga. Achu Banga, c'est Achu Banga qui met en difficulté Thiam. Ouais, non, franchement. Franchement, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Achu Banga. Tu le regardes, tu vois un demi-clochard, Achu Banga. Un petit voyou. Et on sort. Mais est-ce que le RDR de Mossi Draman, est-ce qu'ils ont fait effort? C'est lui-même qui allait se tuer au RDR pour dire que non, 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 j'ai nationalité française. À 2 jours des élections. Il y a un type comme ça. C'est-à-dire qu'on le prend comme ça, voilà. Donc, Macron a son plan B, et puis on manipule, on distrait les Ivoiriens. On distrait les Ivoiriens. Voilà. C'est deux fers chauds, quoi, sur le feu. Si c'est pas Ouattara, bon, pourquoi pas lui, là? Voilà. Et lui, il a écrit, moi, quand je parle là, c'est Obama qui fait des trucs. Non, on s'en fout d'Obama, on pisse Obama. Quand nos parents vont au champ et puis les trucs, les bouffes là, c'est Obama. On s'en fout, c'est qui Obama? C'est qui Obama? C'est qui Obama? Obama qui a honte de ses origines. Quel était le président aux États-Unis? Il partait dans son Kenya natal là, jamais de la vie. Il envoyait les entreprises dans son Kenya natal là, jamais de la vie. Il avait honte. C'est qui n'est plus président, n'est plus rien là. C'est là que tu le vois lui aussi, les longs André, chose Djangla, 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 Djangla. Il connaît route de Kenya. Il y a 2 mois ces gens. On s'en fout de vous. Voilà ce qu'on dit. Et dites à Drama Ouattara au Burkinabé là. Il n'a qu'à quitter là. Parce qu'on ne va pas le laisser. Voilà. Il faut que les Ivoiriens se sentent bien dans leur pays. En esprit, dans le corps, en âme, en tout. Et ce combat-là, nous allons le mener. Vous allez dégager. Pour que les Ivoiriens respirent dans leur pays, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? PDCI, il y a quoi? Vous n'êtes pas fatigué, moi aussi, là? Vous n'êtes pas fatigué, Draman? On n'est pas fatigué, Draman? Draman n'a pas fait assez de morts comme ça? On n'est pas fatigué, vous? Vous emmerdez les gens. Et ça, là, on va vous dire ça. Voilà. On va vous dire ça. Au Sénégalais. On fait quoi ça? On fait rien ça. Voilà. On fait rien ça. Un Ivoirien doit avoir son village. C'est quoi son patois? Celui qui est derrière, il parle quoi? Il parle quoi? Il peut parler? Non. C'est quoi son village? On ne connaît pas. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà ce que je dis. On est ensemble. Mathieu, avant que Oui. mon frère Zoku ne prenne la parole. Parce que c'est Olivier Blake qui va conclure. Vas-y. Non, il a descendu. Ah d'accord, donc on y va. Ouais, non, je disais que, Mathieu, moi, ça me plaît trop quand tu parles comme ça. Tu vois, les gens souffrent de la vérité. Ils souffrent de la vérité. Avec tout ce que tu as dit là, il n'y a aucune invention dedans. Ce sont des faits réels. Le PDCI nous a envoyé Ouattara. Il savait très bien que ce gars-là, il n'avait aucun sang ivoirien qui coule en lui, un vrai bouki. Mais ils nous l'ont dit, non, c'est un Ivoirien, c'est un de nos frères. Son grand-père à Congo, ses pieds sont ici, sa tête est là-bas. N'ayez pas peur, il va venir soulever la Côte d'Ivoire. Ce que vous n'avez jamais vu là, vous allez voir. L'économie du Japon là, c'est lui. L'économie de la Russie là, c'est encore lui. Ils nous ont rabâché les oreilles avec des mensonges puérils. Juste pour nous faire avaler ce qui ne peut pas être contenu dans la bouche et dans la gorge. Et c'est comme ça qu'ils nous ont imposé Ouattara. La Côte d'Ivoire a mal de qui en ce moment? C'est pas Alassane Ouattara.
C'est nous qui sommes allés le chercher. Nous-mêmes, là, est-ce que nous, on savait que ce gars-là, il vivait, il existait quelque part sur la terre? Il n'y a que le PDCI passait, je sais pas moi, par cette alchimie dont seuls ils ont le secret. C'est eux qui nous ont ramené ce gars-là. Est-ce à dire que les Ivoiriens n'ont plus cette intelligence-là pour pouvoir faire face aux problèmes endémiques que traverse la Côte d'Ivoire, surtout économiquement parlant? Mais je comprends. Tu sais, c'est eux qui ont détruit notre intelligence. Et ça, je vais toujours le dire. Quand vous avez des gens comme Ernest Boka, qu'on accuse de faux complots, Ernest Boka, là, mais ce sont des érudits. Si aujourd'hui, on peut un peu taper la poitrine avant, parce que maintenant, les gens en ont fait, ils ont fait notre éducation, tout et n'importe quoi. Mais si avant, on pouvait être fier de ce que le pays avait comme système éducatif, mais le père de cela, c'est Ernest Boka. Ernest Boka, il était respecté de par tous les présidents, même au-delà des frontières ivoiriennes et tout ça. Oufou l'arrête. Faux complot. On le met en prison. Et puis, subitement, on nous dit que le monsieur s'est pendu avec un pantalon. Ça a tellement choqué les Africains que des présidents africains sont venus demander des comptes à Houphouët-Boigny. Mais comment c'est possible? Parce que ce sont ces gens-là, ceux qui nous comptons, mais pour pouvoir nous aider à amorcer un développement très clair. Non content d'avoir fait passer Ernest Boka par le fil de l'épée, je vais dire ça comme ça. Les autres là, où ils sont? Les Biakabouda, tous nos parents, les Jean-Baptiste Mouké, les Amadou Kone, des gens qu'on a mis en prison pour des complots, mais qui n'ont jamais existé, qui n'existaient que de nom. Donc, ils ont l'apanage de tuer l'intelligence ivoirienne. Et ils vont nous gaver avec des noms nationaux. On a vu les Ondao qui ont été dans le gouvernement ivoirien ici. Il y a eu plein de gars et tout ça. Mais lui-même, celui dont on parle là, est-ce que son vieux là, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire, je sais pas, en 62 ou quoi là? Donc, je veux dire quoi? Ils n'ont jamais eu confiance aux valeurs ivoiriennes pop. Tu vois? Et ça nous crée tout le mal possible. Ouattara qui nous ont amenés là, tout ce que nous sommes en train de subir là, c'est de la faute à qui? Mais non contents de nous avoir ramené Ouattara, mais ils sont encore allés se livrer à lui. Parce que quand Ouattara mène la guerre par le truchement de la rébellion, moi j'aurais cru que le PDCI, qui est un parti de paix, allait se ranger du côté des Ivoiriens pour bouter hors de la Côte d'Ivoire l'envahisseur. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le parti dit de paix s'est mis du côté de ceux-là qui créent la guerre. Moi, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. C'est eux qui, conscients que Ouattara n'a jamais gagné d'élection, mais c'est le PDCI qui vend ses voix à Ouattara parce qu'on leur aurait promis quelques postes ministériels. C'est-à-dire que, non, je veux dire, ce n'est pas sérieux. Mais le président Henri Konan Bédié, je veux quand même respecter un peu quelque chose de grand qu'il a fait. Un homme là, ce n'est pas tant le mal qu'il commet là qui est grave, mais c'est le fait de comprendre que ce qu'il a fait est mal. C'est ça qui fait un homme. Et Henri Konan Bédié a décidé de ne plus utiliser le PDCI comme un instrument de malheur contre les intérêts des Ivoiriens. Donc il a décidé de s'extirper de ce tsunami-là qui emporte à chaque fois la vie des Ivoiriens. Et il a dit clairement et ouvertement, il ne s'en est pas caché. Dieu merci, c'est un héritage qui va prospérer longtemps, qui va traverser le temps et les espaces parce qu'il aura au moins, non seulement sauvé son honneur, mais il aura écrit son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et il le dit, moi je regrette d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir été avec ce gars-là. Un regret, ça veut dire que tu es conscient que tu as commis un acte qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Et Henri Konan Bédié a décidé de donner un autre sens à la marche du PDCI. Quand je dis ça, il a marqué cela par des faits clairs. Il ne voulait plus servir les intérêts occidentaux. Clairement, c'était défini. Il a compris que c'est pour les Ivoiriens qu'on doit se battre. Il a compris que c'est aux côtés des Ivoiriens qu'on doit désormais se battre parce qu'il faut leur léguer un pays libre. Mais quand chaque agent vient là, il fait quoi? Il fait quoi? Est-ce qu'il est dans cette lignée-là? Non. Il va aller vers le bourreau de celui qui a stressé son ancien patron, celui dont il est redevable, celui à qui il doit tout. Il va aller vers lui pour dire non, tu es mon vieux, tu es mon chef, j'ai la même vision que toi.
Et d'ailleurs, le PDCI que le vieux sénile Bédi a laissé là, c'est sous ta sagesse que j'entends gouverner ce PDCI là. Donc tu vas m'y aider. Attends, il salit, il souille la mémoire, non seulement du président Conan Bédié, mais il prouve qu'il n'en a que du PDCI. En fait, c'est une monture qui va lui servir à souhait pour que un jour il devienne président. C'est tout. Ceux qui piaillent là, le gars qui écrit dans le commentaire, qui dit que y a quoi à nous là, lui, il a apparu quand? Et puis tu vois, quelqu'un qui est assis à Abidjan, c'est lui qui fait vidéo pour inciter. Mais moi, je comprends. Tu ne le verras pas être assis à Abidjan alors qu'il sait très bien que Ouattara muselle les libertés. Ouattara jette en prison toute forme de revendication et Ouattara est prêt à tuer au plus petit des Ivoiriens si jamais cet Ivoirien-là essaie de faire entendre sa voix. Voilà JFK qui est en prison. Les gros siamistes là. Surtout, il y a un là. Soleil, tu connais Sidonie? Il y a un ami qui s'appelle Sidonie. Oh, celui qui a les cheveux en caoutchouc sur sa tête, qu'il appelle dreadlocks et puis la tache foula là. Mais c'est Sido. Non, ils appellent, ouais, Sidonie. C'est les Sidonie là. Je connais Sido. Voilà, c'est les Sidonie là qui sont les communicants. C'est-à-dire, c'est eux qui font la communication publique du PDCI. C'est-à-dire des gens dont le... Bon, faut pas que je rentre trop loin, c'est pas mon truc. Et puis, ils sont à Abidjan et eux, ils veulent critiquer Ouattara. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils ne pourront jamais le faire. Donc, pour montrer, ou alors pour vous jouir d'une certaine forme de liberté, c'est Gbagbo, eux, ils ont trouvé comme Makiwara. Mais Gbagbo, là, quel est le mal à la vérité, à la source qu'il a fait au PDCI? Non, ils ne vont pas pouvoir te le dire. Tu vois? Et moi, je n'accepterai pas que ce parti-là, ce parti qui vend la Côte d'Ivoire à chaque fois, à tour de bras, que ceux-là se permettent de dire des choses qui ne sont pas vraies sur mon leader. Le RDR, je peux l'accepter, puisque eux, je dirais quelque part, même si ce n'est pas acceptable, ben c'est de bonne guerre. Eux, ils peuvent insulter Laurent Gbagbo. Mais pas le PDCI. C'est pas possible, parce que eux, je dis, c'est le mal même de la Côte d'Ivoire. Tu vois? J'ai une vidéo du gars ici. Après la marche du 9 août, comme c'est un ça profite, il s'est empressé de faire une vidéo publique. Comme s'il voulait quelque part mettre les feux des projecteurs sur lui. Comme s'il voulait dire que la marche du 9 là, genre c'est parce que lui, chaque adjoint, il était dedans, quoique forcément la marche a déjà foule. On est dans un combat. Un combat n'a pas forcément de paire. C'est la victoire qui a plusieurs paires. Mais tant que nous n'avons pas encore atteint l'objectif, on ne se congratule pas. Ou alors on ne sait pas de tirer le drap de son côté. On ne sait pas de prendre toutes les gloires possibles. Mais c'est lui le premier qui sort pour dire non. La marche du 9, vous avez vu, je suis fier des Ivoiriens. Vous avez vu ce qu'on a accompli. Et je l'ai accompli aux côtés du PPACI et du président Laurent Gbagbo parce que nous voulons faire face au 4e mandat. Nous voulons... Tu vois, là, il va sortir toutes ces dingueries là pour dire qu'il est fier de se battre aux côtés du président Laurent Gbagbo, qui plus tard, il va se retrouver dans un communiqué ou alors dans une adresse à ses militants pour jeter des pics au PPACI, pour dire du PPACI que c'est un parti violent, que c'est un parti que eux, ils ne marchent pas dans la violence. Mais il y a quelques mois à peine, tu disais être fier de te battre aux côtés du président Laurent Gbagbo. Voici ces incongruités, ces approximations, ces hésitations qui ont fini de nous convaincre que lui-là, il n'y a pas plus plaisantin que lui. Ce n'est pas la politique, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas parce que tu as des amis à l'international que tu vas te faire parachuter président. Non, il y a des étapes, tu ne peux pas les brûler. Même Ouattara qu'on a parachuté là. On n'a pas vu comment Ouattara a parachuté. Regarde comment même Ouattara, même il a fait couler beaucoup de sang d'abord. Après, à plus forte raison, toi tu viens d'arriver à peine. Non, je pense que tu ne vas pas être le Ouattara bis qui nous sera servi. Voilà. Puis c'est des menteurs. Non. Il a fait, comment on appelle ça? Crédit Suisse. Il a tué là-bas. Il a tué là-bas. Il a tué quoi là-bas? Il a fait quoi là-bas? Il a fait quoi? Il a créé quoi là-bas? J'ai tous les scandales de Crédit Suisse ici, sous mes yeux. Et ça, parce que je vais prendre le temps de parler de l'homme en question. Vous voyez, je vais prendre le temps
de parler de cet homme-là. Quelqu'un qui vient protéger les intérêts capitalistes. Et puis on veut nous faire croire que le capitalisme, ben non, le capitalisme est très mauvais pour les économies africaines. Très, très, très mauvais. Très mauvais. Parce que pour certains pays occidentaux, ça fonctionne. À cause du modèle économique qu'ils ont choisi, à cause de leur culture, à cause d'un contexte qui prévaut depuis bien longtemps. Donc ils ont adapté cela et ça leur va bien. Mais quand on oppose cela, aux économies africaines, c'est un désastre. Nous, on ne travaille pas pour ouvrir notre économie aux capitaux étrangers. La preuve en est, tout ce qu'on a comme richesse ici, les puits de pétrole, tout ce que vous voyez, comment on appelle ça, les investissements massifs de ces fonds étrangers-là, est-ce que la Côte d'Ivoire en tire quelque chose? Non. Ce n'est que ces entreprises-là qui deviennent de plus en plus riches. On a des cas patents. Ça coûte quoi? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne à construire une tour de 272 milliards, mais surtout à faire un chemin de fer de 1000 milliards, alors que 1000 milliards peut nous permettre de créer un deuxième Abidjan. On sait qu'on a vraiment besoin d'une décentralisation. On étouffe, on suffoque à Abidjan. Les Tchamis qui sont à Abidjan, là, ils voient ça, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir pour le dire. Ils savent très bien que Ouattara a fait des promesses, que dès qu'il prend le pouvoir, non seulement il ne résiderait pas à Abidjan, il sera à Yamsoko, mais il va appliquer le cas de Brésil et Abuja pour désengorger, mais surtout pour faire une décentralisation marquée et actée. Mais il est assis à Abidjan là-bas, il est dans le bouteillage, veste là, ça serre son cou. Il transpire, mais il faut le vanter, il fait de mettre beaucoup de filtres, et puis là, ses lèvres maintenant. Or, il sait que ce qui se passe là, c'est pas bon. Tu vois? Et ces gens-là veulent nous donner à nous des leçons. C'est pas possible, c'est pas tenable. C'est pas possible, c'est pas tenable. Quand tu ne peux pas critiquer, quand tu ne peux pas être dans la vérité, frère, tu n'es pas obligé de parler, il faut te taire. Ce que tu vas aller chercher là, va prendre ça. Parce que nous là, nous parlons pour ceux qui ne peuvent pas parler. Nous parlons pour les populations qui souffrent, qui ont bien envie de parler, mais qui, je dirais par télépathie, nous lèguent leur souffrance pour que nous puissions en parler. Parce que nous sommes dans des conditions où nous pouvons dire des choses. Donc, si tu ne peux pas dénoncer la souffrance dans laquelle les Ivoiriens sont, moi, je t'ai jamais vu faire un post sur JFK. Je te l'ai jamais. JFK, là, c'est ton petit frère. Mais on l'invite à la télé et puis il dit à Ouattara, frère, mais tu ne peux pas être président du RHDP en même temps être président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un bon exemple. Parce que tu confonds drastiquement les intérêts du RHDP à ceux de la République. Comment ça se fait? Il le dit. C'est ça, quelqu'un de valeureux. Même Tchaka Djan ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire ça. Quand lui rentre à Abidjan, là, c'est pour aller gratter sa tête devant Ouattara. Et puis il va s'abaisser. Non, Alassane Ouattara, on a la même vision. Je vais copier sur lui. Hein, parce que tu vois. Mais Jean-François Kouassi peut dire à Ouattara, tu n'es pas digne d'être à la tête du RHDP et en même temps président de la République. C'est ça. Un jeune homme qui a compris les enjeux, la souffrance des Ivoiriens. Qu'est-ce que vous avez nous faire croire ici? Qu'est-ce que vous... Et puis, venir se jouer les comment on appelle ça? Comment on appelle ce thème-là m'échappe. Venir en Côte d'Ivoire et puis venir se jouer les chefs. Non, ça ne passera pas. Moi, je dis, vous là, on est vous. Moi, je n'ai pas d'oreille pour tous les frères qui m'appellent. Non, machin, non. Et puis, sachez que le PPACI, c'est une grande famille. On a des frères qui communiquent pour Laurent Gbagbo. Quels que soient les bisbilles qu'il peut y avoir entre nous, on reste des frères. On peut se marcher là-dessus. Oui, on peut se tirailler. Mais nous sommes les enfants d'un même père. Je ne suis pas sûr que si on se retrouve dans un bureau de vote, on va voter une autre personne autre que Laurent Gbagbo. Donc, le aide-moi à détester que vous essayez de faire en allant sur les panels des autres frères pour dire non, vous voyez ce que ceux-là ils font, non, ils sont pas bien. Et puis, pensant que ces frères-là vont nous tirer là-dessus, mais vous mentez. Vous mentez. Parce que ces frères-là, si on se voit, on va se faire des accolades. Ces frères-là ne poseront jamais leur caméra pour insulter Laurent Gbagbo comme vous le faites. Pour dire quoi? Pour dire que les enfants du président Laurent Gbagbo, là, ils ont la culture de la retrouvaille, mais surtout, ils ne perdent pas de vue le combat du président. C'est ça qui fait qu'on se comprend. C'est ça qui fait qu'on se comprend. C'est ça qui fait que fondamentalement, même si on se tiraille, on n'oublie pas l'essentiel. Voilà. Et c'est pas parce que
mon frère m'a insulté sur son panel, qu'il devient, il se transforme en un ennemi. Ce n'est jamais mon ennemi. Jamais. Parce qu'il parle pour Laurent Gbagbo. Donc moi, de ce fait-là, je ne peux pas prendre un frère qui défend les intérêts du président Laurent Gbagbo comme un ennemi. Ou autre chose. Mais c'est à vous, là, qui parlez mal du leader, alors que c'est le gars qui n'a même pas créé de noise au PDCI. Dites-nous ce que Laurent Gbagbo a fait au PDCI. Dites-nous le mal, dites-nous ce qu'il a fait. Et puis on dit, oui, vraiment, ils ont raison un peu quand même de... Dites-nous. Pendant qu'on dépaissait la Côte d'Ivoire sur la table de Marcoussi, là, de quel côté étiez-vous assis? Vous étiez assis du côté de la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo qui s'est vertueux à maintenir le pays debout, à garantir au moins la vie des Ivoiriens. Vous étiez en train de faire quoi? Vous étiez en train de vous mettre dans G7, toute la rébellion réunie, tout le RDR réuni, et puis vous avez prêté même un de vos cadres pour être président du directoire pour travailler contre les intérêts des Ivoiriens. Ça s'est soldé par les bombardements sur la résidence d'un président de la République. Et puis vous en êtes fiers. Et puis vous là, vous allez venir parler du président Laurent Gbagbo. Ce n'est jamais quelqu'un qui peut être devant. Et puis je vous le dis, quand on est dans un front là, et puis le président, avant de rentrer dans ce front, d'abord, ce front s'appuie sur des bases revendicatrices qui sont très simples, dont tout le monde a connaissance ici. Je n'irai pas plus loin que ça, mais je dis, quand Laurent Gbagbo dit sauvons le PDCI là, allez-y vous poser la question, on sauve le PDCI de qui? Parce qu'il n'a pas dit de qui. Il a dit seulement qu'il faut sauver. Voilà. Donc, posons-nous les bonnes questions. Soleil, je vais laisser la parole. Merci. Tu as fini de tout dire, M. Zokou. En tout cas, la parole est à vous avant que les femmes ne parlent. Mais Hans, tu as tout dit. Vraiment. Ouais. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un thème précis ce soir ou bien chacun suit un peu son inspiration? Non, non, chacun ne suit pas son inspiration. Quand tu es monté, tu as vu qu'il y a un gars derrière Soleil là-bas. Oui, oui. Et puis tu as vu qu'on parle, on dénonce quelqu'un. Il n'y a pas autre thème. Merci. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir ce que j'entends, comme quoi il y a des négociations intenses entre le pouvoir et le PDCI pour une éventuelle rentrée au gouvernement. Est-ce que finalement, l'entrée au gouvernement du PDCI, là, est-ce que c'est finalement Mais, est-ce que c'est mais attends, mais décidé? Zoku, moi, je vais te retourner la question. Oui. Est-ce que même on a besoin d'attendre qu'il y ait une quelconque négociation? Le PDCI, là, ils ont décidé d'aller faire fonctionner normalement les institutions d'un 4 mandat illégal. Ils ont déjà négocié. Ok, Tu ne crois d'accord. pas? Voilà. Donc, Si. non, laissons, on a même, qu'ils rentrent au gouvernement ou pas, là même n'est même pas la question. Ils ont déjà donné la caution légale. Parce que quand déjà, avant des élections, tu abordes une certaine posture, en toute connaissance de cause, tu dis que les conditions ne sont pas réunies, mieux, le gars qui est derrière Soleil, là, il a fait une lettre explicative de ce pourquoi ils vont aller aux élections. Oui. Il dénonce clairement les conditions qui ne sont pas remplies pour aller aux élections. Et puis quelques jours après, il y va, sachant très bien qu'il ne va rien y gagner, mais c'est parce qu'il a déjà fini de s'entendre avec quelqu'un. Ils ont décidé de... Attends, ils ont décidé simplement de servir des intérêts. C'est tout. Sinon, ils ne pourront absolument rien apporter. Donc, ils rentrent au gouvernement ou pas. Ce n'est même pas ça qui est utile. Ils ont déjà fait le pas le plus important. Voilà. Merci. Ok. Donc, vraiment, moi, sincèrement, dès que ce monsieur est venu pour dire qu'il va s'engager sur la scène politique, dès le départ, je fais partie de ceux qui avaient déjà un doute face à lui. Mais là, c'est-à-dire, je voyais dans mes discussions avec les gens, qu'on était au front commun, je disais non, laissons le pillage de lui là, parce qu'on veut mettre le maximum de gens dans les rues. Celui-là, on va faire son débat, sa polémique après. Mais là, franchement, s'il rentre au gouvernement, je sais, le PDCI, il ne faut pas s'attendre à grand-chose d'eux en termes de combat. Combat du terrain pour renverser un système établi. Ils ne sont pas là pour ça. Mais vraiment, je ne m'attendais pas, franchement, à ce que lui, là, il accepte de rentrer dans un gouvernement. Parce que s'il le fait, c'est sa mort politique. Bon, pour revenir à ce que tu as dit, vous avez fait beaucoup de développement
qui sont correctes pour éclairer les jeunes qui peut-être peuvent être naïfs face à certains arguments. Effectivement, comme l'a dit Hans, le PDCI, il n'a jamais été un parti de combat. Je vais vous relater une anecdote. Vous savez, il y a le biographe d'Houphouët-Boigny, Frédéric Gramel, qui a fait un livre et qui a recueilli des témoignages des gens qui ont eu des contacts avec Houphouët, que ces gens-là relatent leurs témoignages. Et donc, il y a Eugène Duet, qui avait été dirigeant de la FESI, qui a expliqué son témoignage. Parce que, face aux grèves incessantes, ils ont eu un jour à rencontrer Houphouët, le bureau de la FESI, face à Houphouët. Et là, je vais vous relater ce qui est écrit dans le livre sous la plume d'Eugène Duet. Vraiment, ça va vous étonner. Eugène Duet dit, Houphouët, devant discuter avec les étudiants, il a demandé à tout le monde de sortir, même à Wenyen. Tout le monde est sorti, il n'y avait pas de micro. Et puis Houphouët était devant les étudiants, phare. Il dit, bon, vous là, je vous écoute. Il dit, les étudiants ont égrené tous leurs problèmes sans être interrompus par Houphouët. Quand Houphouët a fini, Houphouët a résumé l'essentiel de leurs points. Ils étaient déjà d'accord. Pour quelqu'un de 80 ans qui n'a pas pris de notes, qui a récapitulé, ils étaient déjà d'accord. Et puis tu sais ce que Houphouët va leur dire? Houphouët dit, mes petits, c'est vrai, vous luttez. Je reconnais que vous êtes des combattants. Mais vous aimez trop pleurer. C'est comme ça, les Blancs nous ont chicotés. Nous aussi, on vous chicote un peu seulement, vous criez, ah, mais vraiment, vous êtes des lutteurs. J'ai compris ce que vous avez dit. C'est vous là qui allez lutter pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, depuis que moi j'ai fait mon combat là, il n'y a plus de lutteurs dans ce pays. C'est Houphouët qui leur dit ça. Hein. Houphouët dit, j'ai bien pris note de vos doléances. Je vais en séjour à l'étranger. Dès mon retour, vous serez les premiers que je vais recevoir. Et là, il est parti, il est revenu et il est mort. Houphouët qui dit aux gens de la FESI, depuis que nous on a fini de lutter là, il n'y a plus des gens courageux qui mènent une lutte. Donc c'est vous, vous êtes des vrais lutteurs. Pour revenir sur ce que Hans disait, pour dire que le PDCI de l'après Houphouët là, mais ce n'est pas un parti de combat. On a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas un parti de combat. Donc bon, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne devrait pas nous étonner. Mais jusqu'à rentrer dans le gouvernement, déjà la lettre qu'il a faite tout juste avant les législatives, ça indiquait déjà une tendance. Mais jusqu'à rentrer dans le gouvernement, franchement, je voyais Thiam qui gardait un dernier fond d'intelligence pour ne pas franchir ce pas-là. Parce que là, c'est sa mort politique. Hein. Il est déjà dans un coma politique. S'il s'amuse à faire ça, vraiment, ça serait sa mort politique. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Moi, vous savez, je dis souvent, il y a des petites problématiques sur lesquelles je ne m'attarde plus trop. Parce que pour moi, la chute de Ouattara, là, ça ne viendra pas dans le cadre de l'activité conventionnelle d'un parti politique. C'est comme ça que moi je comprends ça, quoi. Regardez l'ANC. Ils ont mené le combat pacifique. Ils ont sensibilisé l'opposition. Après, ils ont créé les branches armées. Si vous prenez la SWAPO de Sam Nujema, ils ont mené leur combat politique conventionnel face à la répression des gens aux mains nues. Après, ils ont créé les branches armées. Même Albert Litouli, qui était à la tête de l'ANC, malgré qu'il ait fait la lutte armée, mais on lui a donné prix Nobel à cause de la justesse de la cause. Donc, regardons les gens là faire leur niani. Bon, le PPACI continue son activité, c'est son rôle. Dès l'instant où il existe comme parti, il ne peut pas rester là oisif sans activité. Donc, ce que le PPACI fait là, c'est entretenir la mentalité, entretenir la conscience citoyenne, garder dans la tête des esprits, garder l'image négative de Ouattara. C'est ce qu'ils font. Sinon, vous croyez que Gbagbo, du haut de son expérience là, il est convaincu que c'est par l'activité légale là, constitutionnelle des marches pacifiques là que Ouattara va pas. De croire que c'est pas
les marches, l'activité conventionnelle d'un parti, que Ouattara va partir. Il dit non, ne prenez pas Gbagbo pour un enfant. Gbagbo, qu'est-ce qu'il a tenté? Il a tenté de créer le cadre insurrectionnel pour que quand il y a un soulèvement, une partie de l'armée va rejoindre la population et le gars va tomber. Parce que tous les dictateurs qui sont tombés là, donnez-moi un seul dictateur qui est tombé devant un soulèvement populaire sans qu'une partie de l'armée vienne du côté des manifestants. Donc lui, sans doute, il a voulu créer le cadre insurrectionnel pour que maintenant chacun prenne ses responsabilités sans attendre son mot d'ordre. Quand il dit chacun prend ses responsabilités, une partie des officiers allait rejoindre. Bon, il a voulu. Ce n'est pas des combattants, c'est un parti qui est là pour qui négocie les arrangements politiques. Négocier des arrangements politiques avec qui que ce soit pour placer leur cadre dans l'administration. Et c'est ces cadres-là qui vont renflouer les caisses par leurs cotisations. Donc, en conclusion, restons focus sur, voilà, le tout sauf Ouattara. Des ouvertures vont se faire. On ne peut pas parler de tout. On ne peut pas tout dire sur la toile. Mais le PDCI, il n'est pas dans le combat. Voilà, non. C'est la direction du PDCI. Moi, je sais qu'au niveau des militants, il y a des gens consciencieux. Mais la direction du PDCI, là, voilà. Maintenant, concernant ce que je peux dire, pour prolonger un peu ce qu'on est en train de dire, il faut qu'on fasse sortir la manipulation des impérialistes. Faites une remarque, hein. Quand il s'agit du pouvoir, de prendre le pouvoir dans leurs pays occidentaux, là, remarquez que les Occidentaux, ils ne vendent pas les profils de technocrates. Mais c'est quand c'est pour venir en Afrique, c'est là ils vendent les profils des technocrates. Alassane Ouattara, Lionel Zinsou, aujourd'hui, comment on appelle, Tidjam Thiam, hier, Nicéphore Soglo. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand c'est pour venir occuper la tête des pays africains, les médias occidentaux, là, ils vantent les profils des technocrates. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont sur leurs tablettes, ils sont issus de leurs institutions là-bas. Mais quand c'est pour diriger eux-mêmes leur pays, là, observez, hein, ils ne s'attardent pas sur les profils des technocrates, ils ne regardent pas ça. De Gaulle, c'est un militaire, mais tout le monde le respecte comme père de la Ve République. George Washington, l'un des pères fondateurs des États-Unis, c'est un militaire assorti d'un planteur. Merkel Angela, qui a fait près de 4 mandats en Allemagne, c'est une chimiste. On n'a jamais dit qu'il faut un banquier, un technocrate économiste pour gérer l'Allemagne. Georges Pompidou, qui a géré la France, une des meilleures économies européennes, c'est un agrégé de lettres. Tu vois? Donc, quand il s'agit de choisir ceux qui vont les diriger, ils sont conscients que ce n'est pas le parcours académique, mais c'est quelqu'un qui a un engagement pour les populations. Ça, ils sont conscients de ça. Mais quand c'est pour nos États, ils ne regardent pas ça, mais ils cherchent le profil des banquiers. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Et ils arrivent à manipuler, parce que les Africains, je suis désolé, on est encore manipulable. On est encore manipulable. Quelqu'un qui a fait l'ONU, qui a fait FMI, bon, on est dans des raccourcis. Bon, il connaît l'argent, donc il va nous sauver. Bon, après, les plus lucides, c'est de reconnaître que, regardez les États-Unis. C'est le 46e président. Combien d'économistes ont dirigé les États-Unis? Cette puissance mondiale qui a imposé le dollar au monde, là, ils sont combien d'économistes? Sur 46 présidents aux États-Unis, il y a à peu près 24, près de la moitié, qui sont des avocats. Le reste, là, des militaires, George Washington, même un vendeur de chemises comme Truman, un cultivateur d'arachides,
des cinémas comme Ronald Reagan. Non, vous voyez, c'est pas le parcours académique qu'il regarde. Mais il regarde la façon dont le gars s'est engagé pour la population. Mais quand c'est chez nous, ils font le contraire. Ils modifient les critères. Il faut quelqu'un qui est issu du FMI. Il faut quelqu'un qui est issu des institutions internationales. Il faut quelqu'un qui s'appelle Yonsou. Et nous, on tombe dedans. Donc, en conclusion, pour que je laisse la parole à un autre, tout ce que vous dites est vrai. Le PDCI, ce n'est pas un parti sur qui on peut s'appuyer. Mais c'est eux qui s'appuient sur les gens. En fonction de la façon dont ils voient que, ah, on dirait que lui là, il prend, il est en train de rallier l'opinion, ils vont se coller à lui. Voilà, donc ça ne devait pas nous étonner. Bon courage à nous, gardons notre ligne et ne soyons pas surpris si demain, si les nuages s'éclaircissent, ils reviennent encore à côté de nous. Le plus important, ce n'est pas leur dirigeant, c'est la population. Voilà, c'est les militants qui ont compris. Sinon, les dirigeants, là, mais ce n'est pas la peine. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Merci à vous, doyen. Merci. Bon, je sais pas, mais merci à vous. Quand il dit doyen, c'est à l'Ivoirien. Il dit merci à vous, doyen. Merci à vous, camarades de lutte. Merci pour votre brillant exposé. Est-ce qu'on va écouter Annie après Majo, puis André, et puis on va faire une bonne conclusion, puis on va laisser. Oh, tu sais, bonsoir à tous. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je rigole en fait parce que Hans a tout dit, Indré a tout dit, le doyen Zoku, comme vous l'appelez, il a tout dit, hein. Mais moi, en fait, il y a une seule question que j'aimerais poser. Est-ce qu'il peut y avoir 3 foyers dans un seul foyer? Parce qu'il y a les Tiamis, il y a les Oufouettis, il y a les Bédiéis. Finalement, je sais plus quelle est la position exacte du PDCI. Parce que là, on se rend compte qu'il y a 3 partis dans un seul parti. Bon, bref, ça, c'est leur cuisine intérieure. Et en même temps, on s'est parlé du petit JFK. On n'en parle pas beaucoup, mais franchement, ce petit, il a à féliciter. Et celui qui est derrière toi, là, le clown, là, lui-même, il sait que le petit a à féliciter. Parce que le petit, quand bien même qu'il est averti que depuis plus de 15 ans, la liberté d'expression ne fait plus partie de nos lois fondamentaux, c'est permis. Ça dit qu'il a eu l'audace d'aller s'asseoir sur une chaîne télé qui appartient au parti au pouvoir et dénoncer et dire à Draman que tu n'as pas le droit d'avoir 2 postes. Tu ne peux pas être président de ton parti et être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il faut te départir d'un. Le petit, il est à féliciter parce qu'il savait très bien. Et comme si ça ne suffisait pas, il a continué à faire des dénonciations. Et après, il s'est levé, il allait se mettre dans les rues du plateau avec une pancarte et dénoncer les gens au pouvoir, c'est-à-dire la ministre et tout, les magouilles qui se font au niveau de la douane et de la fonction publique. Mais ce gosse-là, il a félicité. On ne va pas le comparer à des inventeurs de diplômes. On ne va pas le comparer à des inventeurs de diplômes parce que c'est la même histoire qu'on a eue avec Draman. Oui, il est économiste, il a des immeubles, il a ceci, il a cela et tout ça. C'est encore la même histoire qui se répète avec Thiam. Il est quoi, Piaget? Moi, Piaget, là, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est diplômé, il est ceci à Crédit Suisse et tout ça. Mais moi, j'ai écouté un peu les interventions de Thiam. Au départ, je minimisais un peu ses vidéos, mais j'ai pris au moins 1 heure de temps pour l'écouter. J'ai écouté 3 ou 4 interventions. Mais Thiam nous a dit que lui, il a quitté la Côte d'Ivoire en 1999 à cause des bombes. Ça, c'est de 1. De 2, il a dit qu'il est français et pire encore. Ça, c'est 2. De 3, il a dit que la politique ivoirienne ne l'intéressait pas. Donc, moi, je suis vraiment surprise qu'il y ait une campagne autour d'une personne qui prétendait dire que la politique ivoirienne ne l'intéressait pas. Moi, ces questions-là, je ne sais pas si vous allez avoir une réponse pour moi. Et en même temps, je veux revenir sur le petit. Le petit, je dis encore, comme on dit la répétition est pédagogique, on doit l'encourager. Parce que le petit savait très bien qu'il allait se retrouver en tôle. Mais ça ne l'a pas empêché de dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et les militants, les Tiamis, là, ils sont incapables de dénoncer les tares.
en ce moment qui prévaut en Côte d'Ivoire. Ils sont incapables de dénoncer cette non-démocratie qui s'est installée en Côte d'Ivoire, la dictature. Pourtant, ils se disent démocrates. Et dans leurs interventions, ils parlent de paix, ils parlent de démocratie. Mais est-ce qu'il peut y avoir une démocratie dans ces conditions-là? Parce que nous vivons la dictature qui ne dit pas son nom. La libre expression nous est arrachée. Les gens sont muselés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu te lèves, quand tu es dans ton sachet d'eau, là, tu n'as pas bien ouvert, que tu bois. Si ça a touché le sol, tu es en cabas. Mais moi, je ne sais pas, hein, franchement, ça me fatigue un peu, quoi. Donc, les Kevin Thiam, là, quand ils sont en train de dire, vous nous fatiguez, vous êtes fatigués. Bon, moi, je pense qu'ils disent ça pour se réconforter un peu, mais Kevin Thiam, tu es à Abidjan, il faut dénoncer les tares du pays. Tu comprends? Tu parles de démocratie, tu parles de la paix et tout ça, mais tu es muselé. Et c'est dommage. Et puis, tu viens faire des commentaires qui n'ont même pas de sens. Moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ouais, Annie, merci. Soleil, si tu me permets rapidement. Majo, désolé. Hein. Il y a... La mentale. Désolé, Ouais. autant pour moi. Pardon. Ouais, À cause pas de de tiens, problème. on parle mauvais français. Pardon. Ben, c'est lui-même quand il parle français, là, tiens. Ouais. Vous voyez, j'ai apprécié l'une des l'intervention de Zoko Manaji concernant le fait que les Occidentaux sont toujours prêts à nous vendre, selon eux, des technocrates qui auraient de la connaissance pour venir diriger les pays africains. Alors que, en fait, ce sont de piètres technocrates qu'ils nous vendent. En fait, c'est des gens qui ne valent absolument rien. C'est des gens qu'on a simplement, c'est des gens à qui on a donné un coffre. C'est-à-dire qu'on leur a cousu un costume et puis on les vend tels quels. On les présente comme étant ceux-là qui peuvent résoudre les problèmes africains parce que, bon, ils ont tourné dans la finance internationale. Je vais prendre simplement le cas du Crédit Suisse. Soleil, est-ce que tu sais que sous la gestion de Tidiane Thiam, là, il y a eu des affaires sales pour montrer un peu la mauvaise... Non, quel terme je peux utiliser? En fait, pour montrer que ce gars-là, il n'est pas blanc comme neige. Tu vois, c'est un gars qui traîne dans la saleté, dans les faux complots, tu vois, qui fait tout et n'importe quoi à la vérité. Pour une banque, hein, tu vois comment il se comporte. Donc, tu t'imagines, si on lui donne la tête de la Côte d'Ivoire, je vais citer quelques faits. Quelques faits qui se sont passés sous sa gestion. Et puis, je donne la latitude à ceux qui veulent aller vérifier, d'aller vérifier. Il y a eu ce qu'on appelle l'affaire du scandale de corruption au Mozambique. En fait, c'est les Tuna Bonds. Les Tuna Bonds, là, ce sont des prêts qui ont été octroyés au Mozambique. Un prêt de 2 milliards de dollars. Tu vois, ce n'est pas une petite somme. Donc, ça ne peut pas échapper à la vigilance du directeur général. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il est dans le coup. Les Tuna Bonds, ce sont des prêts qui ont été octroyés aux Mozambicains et après, eux-mêmes se sont servis avec des fonctionnaires mozambicains en pot de verre. Tu vois? Il y a eu une enquête. Il y a eu plusieurs procédures. Donc, les gens peuvent aller chercher, hein, je n'invente rien. Et ça, personne n'en a parlé. Personne. Nous, on n'en parlait pas parce que, mon cher, on dit non, c'est pas... C'est bon, allons-y, c'est Ouattara. Non, mais il faut montrer à qui on a affaire. Ce sont des gens sales, à la moralité douteuse. Donc, il y a eu plusieurs procédures, mais qui sont même encore en cours. La banque a été aussi sous enquête. Et tiens-toi bien compte, le Crédit Suisse a dû payer plusieurs amendes. Et en octobre 2021, après qu'il ait éjecté de la tête du Crédit Suisse, la banque a dû payer 475 millions de dollars. Tu vois? Et ça, lui, Thiam, il était DG du Crédit Suisse. Un prêt de 2 milliards sans que le DG ne soit informé, tu peux comprendre que c'est lui-même la tête pensante de cette magouille-là. Il y a eu aussi, en 2017, l'affaire de ce qu'on appelait l'affaire de subprime. Tu vois? Crédit Suisse a été obligé de payer une amende de 5,28 milliards de dollars dans une affaire de prêt hypothécaire aux États-Unis. Tout ça, c'est consultable, je n'invente rien. Il y a eu la nouvelle affaire des malversations, mais ça, c'est lié à un gérant.
Mais toujours est-il que c'est sous sa mandature, c'est sous sa gestion. Est-ce que tu sais que le Crédit Suisse, là, il y a ce qu'on appelle le FEMA. Le FEMA, c'est le gendarme suisse des banques. Il a constaté, parce que le Crédit Suisse a été impliqué dans plusieurs affaires de blanchiment. Et ça, c'était en septembre 2018. Tu comprends? Et tellement ces affaires-là étaient vraiment très graves, le gendarme suisse des banques, qu'on appelle la FEMA, a constaté des manquements dans le respect des obligations de diligence dans le domaine de lutte contre le blanchiment d'argent. Je vais te renvoyer à l'affaire Petrobras. Tu vas voir ce que c'est. Et ça, Tidjane Thiam était le président des Crédits Suisses. On va arriver en octobre 2019 avec le fameux scandale des filatures. Tu vois? Regarde les méthodes qu'il emploie. Tu t'imagines que ce gars-là, si on lui donne un pouvoir tel que président de Côte d'Ivoire, tu t'imagines ce qu'il va faire avec les moyens de l'État? Juste à la tête d'une banque. Ah, c'est ce qu'il fait. Il va faire suivre plusieurs de ses employés. C'est un scandale. Tu vois? Et c'est le pied au cul qu'on l'a éjecté du Crédit Suisse. Il y a eu aussi l'affaire... Tu sais que le Crédit Suisse a eu des affaires avec la mafia bulgare. Ils ont payé encore... Oui, mais, et tout ça, c'est pendant qu'il est là. Hein. Je n'invente rien, frère. Il y a encore des trucs comme ça que je peux dire. Et puis surtout, on veut nous faire croire... Il veut ça faire croire que c'est lui qui a réfléchi à mettre en place la centrale d'Azito, des choses comme ça. C'est un gros mensonge. En 1951, le projet de la grande urbanisation d'Abidjan avait déjà été pensé. C'est-à-dire faire le 3e pont, les différentes routes de raccordement, essayer d'étendre la ville d'Abidjan aux banlieues périphériques. C'est des projets qui sont là. Et c'est dans ça que ils ont pioché certains d'entre eux pour faire ce qu'on appelle les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Il n'y a rien qui a été inventé par lui. Il n'est le père de rien. La centrale Azito, Cyprel et tout, c'est un projet non souverain. La BAD a travaillé dedans fortement et les financements sont venus de Aga Khan. Tu vois? Je veux dire quoi? On veut nous vendre quelqu'un comme on nous a vendu Ouattara. Ouattara est venu, on nous a dit que c'est un expert économiste, financier de la terre, du monde mondial. Mais regarde ce qu'il nous a fait endurer. Le groupe Bilderberg, là, c'est un groupe très puissant qui regroupe en son sein les différents dirigeants de ce monde. Mais je vais dire surtout les chefs d'entreprise, les banquiers, les hommes politiques et tout ça. Et tout ce qui se fait là-bas est très secret. Mais généralement, ils travaillent dans l'intérêt pour la protection des acquis de ces groupes puissants-là. Tu vois? Et c'est eux qui orientent quelque peu, je vais dire, je dirais pas la gouvernance mondiale, mais le modèle économique à adopter pour que de plus en plus ces groupes-là s'enrichissent encore et encore et encore et encore. Ce gars qui est derrière toi là, c'est le seul nègre à avoir participé à ce rassemblement en 2019. Moi, je suis inquiet. Quand lui, il prend part à cela, jamais il ne pourra travailler contre les intérêts de ceux avec qui il est copain. C'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas eux qui ont choisi Macron. Ça découle de là, en fait. Ça découle de là. Donc, nous, ce que nous faisons là, il faut qu'on dise qui c'est. Tu vois, on n'a pas été assez avertis sur le cas de Ouattara. Donc, on ne va pas encore se faire prendre. Attends, il faut bloquer Azogui là. Allez-y sur vos panels. Ah, il te bloqué même. Toi-même, il ne sait pas que... Voilà. Allez-y. Vous avez... Moi, je ne sais pas. En fait, c'est... Non, tu ne montes pas. Va sur ton panel. Va sur les panels des tiamistes. Ou bien là-bas, là, il n'y a pas chose. Il n'y a pas visibilité là-bas. Moi, je ne comprends pas. Il y a une chose que je ne comprends pas. Non, moi, je ne comprends pas. Vous savez que votre gars sera bimsé. Mais vous venez quand même souffrir et saigner des oreilles. Quand vous faites la foi à Laurent Gbagbo, vous l'appuyez, vous faites tout ce que vous voulez de lui là. Nous, on est tranquille dans notre coin. Nous, on rit parce que on est habitué. C'est carrément une pommade pour nous maintenant. Mais bon, le guide a dit qu'on t'insulte. Bon, mon cher, il faut répondre. Donc nous, on est un peu dans la réciprocité. Voilà. On est un peu dans la réciprocité. Donc, je veux dire, et il y a plusieurs cas comme ça
dont on peut mettre sur la table pour parler de ce gars-là qui a une probité morale douteuse. Il n'est pas celui qu'on veut faire croire qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Et il sera pire, et je l'ai dit, il sera pire que Ouattara. Parce que tu sais que le monde se trouve dans une situation géopolitique très difficile et les intérêts, les groupements des intérêts privés travaillent vraiment à protéger de plus en plus leurs acquis dans les territoires où les richesses là sont vraiment intéressantes. Donc, quand on va envoyer l'envoyé des Occidentaux, est-ce que tu sais qu'on l'appelle l'envoyé des Occidentaux? Tu sais ça? L'envoyé des Occidentaux. Toi aussi, je sais ça. Et le gardien du capitalisme dit inclusif. Moi, j'ai jamais vu un capitalisme qui est inclusif. Et on veut nous appliquer, vaille que coûte, le modèle capitaliste à nos économies. Ça peut jamais marcher. Hier, j'en ai parlé. Mais je vais encore en parler pour montrer des faits beaucoup plus tangibles sur le fait que le capitalisme, à la vérité, c'est un véritable danger pour nos économies. Et beaucoup d'éminents économistes ont fait des parutions à ce effet-là. Ils ont plus parlé de l'afro-capitalisme. Ça dit que des modèles économiques adaptés à nos réalités. Mais on ne va pas nous prendre quelqu'un qui a été, je vais dire, imprégné, imbibé, saoulé, gavé, lobotomisé au capitalisme occidental et puis le jeter dans notre cou ici pour qu'on puisse encore en partie souffrir. Voilà l'éminent économiste Ouattara qui fait prendre dans la Côte d'Ivoire des crédits dont on n'a vraiment pas besoin. Et aujourd'hui, on est obligé à chaque année de revoir l'année fiscale où à chaque fois, ce sont les Ivoiriens qui vont encore souffrir du fait que tout leur sera pris. Tu vois? Donc, ce gars-là, il ne fera pas mieux. Je laisse la parole. Mais Hans, tu as cassé des papous. Est-ce qu'ils vont pas, ils vont prendre encore pour aller faire vidéo, hein? Tu sais que nous, non, tu sais comment nous on travaille. Tu sais que nous, on ne se lève pas comme ça pour faire des panels, pour bavader. On ne se lève pas parce qu'on est fâché. Ils ont insulté Gbagbo hier, donc on est fâché, on vient, on fait panel et puis on bavade dans le vide. Non, tu sais comment on travaille. Tu sais que nous, on travaille. Voilà. On ne fait pas les panels comme ça dans le vide. Et c'est ce qui ne veut pas qu'on dise. Il y a plein de choses à dire sur ce gars. Il y a tellement. Et puis, regarde. Quelqu'un qui dit, moi j'ai été choqué. Il dit que non, lui, il est sûr en fait de la cote de popularité dont il joue auprès des Ivoiriens parce que quand il fait des vidéos retransmises en direct sur les réseaux sociaux, il a plus de 2 millions de vues. Et que ces 2 millions de vues-là sont transposables dans la sphère politique de ce fait que ces 2 millions-là sont d'éventuels votants. Non, c'est pas possible. Est-ce que les personnes qui nous regardent dans ce moment-là, moi, je peux savoir qu'il y a des Ivoiriens forcément dedans? À quel moment je sais même qu'ils ont des cas d'électeurs? Est-ce que c'est parce que j'ai 10 millions de vues que je deviens un homme politique super important? On a vu des gens. Si c'est ça, Alema Bio vont devenir vice-président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à elle seule, c'est des centaines de milliers de personnes qui les regardent. C'est des millions de personnes qui les regardent. Comment est-ce qu'un homme politique qui se veut être super intelligent peut dire que comme il y a 2 millions de personnes qui le regardent, alors ce sont 2 millions de potentiels votants. Et que cela, si on le traduit sur le terrain politique, donc sur le terrain des élections, vu qu'on a 6 millions de votants, ça nous fait une part déjà importante de l'électorat. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi? Moi, je ne sais pas. Tu vois, Soleil, il faut qu'on travaille à mettre les choses à nu. Ce gars-là, il ne faut pas le lâcher d'une semelle. Et puis, on aura notre temps aussi pour parler de la politique ivoirienne et tout ça. Tu vois un peu, non? Le Ouattara, tout et tout, on va le faire. Mais je conviens avec toi, mon frère. Qu'est-ce que tu sais qu'on ne peut pas faire? On sait où on va rebondir, on sait à quel moment on sort. Nos sorties sont préparées. Ah On oui, ne fait pas des panels parce qu'il faut venir amuser le public. Souvent, il fait des petits panels où je joue la comédie, mais quand c'est sérieux, c'est sérieux. Maintenant, tu es en train de me dire que avec les 2 millions de followers qu'il a là, qui regardent ces vidéos-là, qui constituent sa fanbase, et puis ils ont eu 32 députés de 63, ou 62 mais ils sont passés. tu sais que, non, c'est pour ça que je disais bah, je suis désolé, hein. C'est pour ça que je disais à Zoku Manaji que, en fait, il n'y a pas plus amateur que Tidjan Thiam, en fait. C'est un grand amateur de la politique.
Soleil, la politique là, ça ne s'improvise pas. La politique, ce n'est pas une société qu'on lègue à son fils. C'est pas quelque chose de tout cuit, de tout préparé. La politique là, c'est un parcours qu'on doit emprunter nécessairement. Sinon, ça donne ce à quoi on assiste. Des hésitations dans la prise de parole. Il se lève sur un plateau de télé, il peut insulter quelqu'un d'imbécile. Tant que Laurent Gbagbo dit quelqu'un d'imbécile, qui le fait même déjà. Il peut dire des choses qui après le rattrapent toujours. Donc, il n'y a rien qui est sérieux dans ce qu'il fait. Il avait pensé, et c'est ce qui était déjà acté, que comme Ouattara ne se présenterait pas, mais les maîtres qui ont mis Ouattara là, mais de facto vont le bête. Donc, il n'a pas besoin de se fatiguer sur le terrain politique, puisque selon lui, tout est déjà préparé. Et c'est ce qu'il a fait croire aux suiveurs, aux gens du PDCI. C'est ce qu'il leur a fait croire en définitive, pour dire, ayez foi. En fait, c'est eux les idolâtres. Parce que ils ont eu tellement confiance de façon aveugle à ce gars-là que tout ce qu'il leur a dit, eux, ils ont dit oui et amen. La preuve en est, pour qu'ils aient l'élection législative, je te mets au défi que eux-mêmes nous prouvent quand est-ce qu'il y a eu des sessions en leur sein, des réunions avec leurs différentes instances pour juger du bien fondé ou pas d'aller aux élections législatives. Non, c'est une prise de décision solitaire, c'est lui, et puis la lettre là. Mais tu vas voir dedans que c'est clair. Il ne cite personne. Lui-même, il le dit, qu'après avoir réfléchi, tu vois, alors que chez nous, nous qu'on traite d'être des idolâtres, nous qu'on traite d'être, je sais pas moi, sur une base dogmatique, au sein du PPACI, où tout ce que Gbagbo dit, on n'a rien à redire, nous au moins, on met le débat sur la table et chacun vient donner ses idées de ce pourquoi il veut qu'on n'aille pas. Donc, de eux à nous là, c'est qui agit comme... De eux à nous là, qui agit comme des véritables idolâtres? Boss, t'es le meilleur, boss, t'es le Qui s'agit meilleur. comme des idolâtres? Meilleur, je t'aime, Non, boss, t'es le meilleur. on est ensemble. Je vais dire, nous sommes de l'école d'un personnage qui nous a tout donné. Il nous a appris une seule chose. D'être dans la vérité. Tu vois, Soleil, quand tu es dans... Nous sommes effectivement dans des faits réels. Rien n'est inventé. Tu comprends ce que je dis? On n'est pas là pour salir X, non. Tu vois? Je vais dire la chose suivante, et c'est celui-là que je vais terminer pour donner la parole à Major parce que j'ai suffisamment maintenu la parole. Je vais dire que ce rôle d'avant-gardiste que nous sommes en train de faire pour éveiller les consciences, parce que ce que nous faisons va très loin. Moi, si je te dis les gens qui m'appellent encore d'Abidjan et tout ça, je suis tellement content parce que je sais que ce que nous faisons avec les Mathieu, Annie, Major, tout le monde, ce que nous faisons là, vraiment, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça aide quand même les besoins de la cause. Il faut dénoncer ceux qui sont venus ou qui viennent mettre à mal, ou alors qui vont trucider les Ivoiriens et qui vont condamner l'avenir de millions et de millions d'Ivoiriens. Et c'est à ça que nous nous attelons. Il n'est pas question de faire du Tiam bashing, on s'en fout de lui de toutes les façons, mais c'est ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire comme danger qui nous inquiète. Et c'est pour ça que nous nous évertuons à le dénoncer. Merci. Et puis, les gars, on va raccourcir nos interventions parce qu'on va aller encore ce soir chez Hans là-bas. On va aller manger ngomi au lait qui est doux. Ngomi au lait. Donc, Hans, ce que tu dis est tellement clair, il n'y a pas de discussion en la matière. On ne peut pas remettre en doute tes arguments, tes hypothèses que tu as développées, ta thèse que tu as défendue sur M. Tidiane Thiam. Mais moi, je viens en amont, en additif, pour dire, mais si le monsieur compte sur les 2 millions de personnes qui seraient sa fanbase pour que lui gagne des élections en Côte d'Ivoire, en faisant une déduction que dans les 6 000 votants, il part déjà avec une base de 6 000 personnes et 2 millions de personnes. Je me suis posé une question par analogie. Tu vas parler, Major. L'analogie est la suivante. Hans, ouvre ton micro. Tu as connu Bob Lee, non?
Hans, Ouais, Soleil, ouais, j'ai connu Bob Lee. J'ai connu Bob Lee. Bob Lee, quand il faisait Facebook, là, la toile, là, il était à combien de millions de gens qui voyaient sa vidéo? Bob Ah, Lee avait près de 5 millions de vues, 10 millions de vues. Les soirs, on attendait tous Bob Lee quand il y avait la Covid. Bob Lee fut enterré à Lakota, ou Divo, il ne sait plus où, un frère. Au funérail de Bob Lee, il y avait un vide total. Il ne faut pas confondre réseaux sociaux et puis la réalité. Voilà ce que je voulais dire sur ce que tu viens de dire, avant de passer la parole à Major. Ah, j'ai fait un lapsus. Excuse-moi, Donc, Hans, ça il y a des dit- gens qui demandent à quelle heure ton panel, s'il te plaît, dans les commentaires. À quelle heure? 30. Dans 1h30, ceux Ok, qui c'est demandent mené comme dans ça, 1h30. il faut Dans qu'ils 1h30, s'abonnent. Il c'est-à-dire faut qu'ils s'abonnent. Annie, 22h30. voilà, ceux qui disent, à quelle heure le live commence. Ils sont déjà abonnés grâce à moi. Oui, Ils sont mais déjà quand, abonnés grâce à moi. Ils sont déjà abonnés. mais quand tu es abonné à quelqu'un, tu es en ligne, dès qu'il fait le live là, on dit la personne t'invite. Donc ça, on va laisser notre soeur parler. Et puis il y a un autre Tiamis que j'ai vu dans les commentaires. Allons-y, allons-y. Ne faites pas monter quelqu'un, hein. Nous, on est en famille, on a été décortiquer une situation. On ne va pas faire monter quelqu'un. Voilà. Je peux? Ok, bonsoir à tous, hein, bonsoir. Moi, je voudrais simplement dire quelque part un peu ce que ce à quoi je pensais pour parler. C'est ce que on s'est dit un peu en un thème un peu plus, comment je dirais même, dans un français un peu soudé, quoi, un peu, voilà. Moi, je vais parler un peu terre à terre. En fait, je réponds ici en même temps à Kevin Thiam. On ne peut pas comparer, Gbagbo et Thiam ne peuvent pas se comparer. Gbagbo, c'est un porteur de vision. Gbagbo, il tient une vision et ça depuis tout le temps. Thiam n'est pas porteur d'une vision. La preuve, Annie l'a dit tout à l'heure. Thiam, il n'est pas, comment on appelle, il y a combien de mois ou combien d'années en arrière, tout de suite avant 2000, combien là, il n'était même pas sûr qu'il devait venir à la politique, il devait venir candidater en Côte d'Ivoire. Donc, lui, sa façon, c'est comme si moi, aujourd'hui, je me lève et je viens et dis à partir d'aujourd'hui, je deviens candidat. Je suppose, hein, pas, je prends un exemple, hein, je reconnais, c'est un intellectuel, il a son bagage intellectuel, tout ça, je ne remets pas en cause. Mais en ce qui concerne la présidentielle de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire diriger les Ivoiriens, ça, c'est une histoire, il y a 2 ans qu'il a émis ce projet. Donc, il n'était même pas prêt. C'est normal parce que c'est quelqu'un, lui, qu'on positionne. Il est juste un pion que des gens vont utiliser. Il a son bagage intellectuel. C'est un peu quelqu'un qu'on élit comme un DG. On lui donne un cahier de charges et en fonction de son cahier de charges, il doit travailler et c'est comme ça. Donc, ils sont venus le positionner et des gens en arrière, vous l'avez dit, hein, les Européens, comment je peux dire, les Français, quoi, devraient maintenant lui le positionner et puis peut-être lui donner certaines choses à faire. Donc, c'est pas quelqu'un politiquement qui était préparé. Certes, il a grandi dans la maison. Son papa, son vieux père dans les bras où il dit qu'il voyait Gbagbo passer tout et tout. Mais c'est quelqu'un qui n'était à aucun moment, il s'est préparé un jour à venir, même ne serait-ce que si sa main c'était peut-être son papa, ne serait-ce que même prendre l'héritage de son papa. À aucun moment il s'était préparé à ça. Donc on ne peut pas comparer ce gars-là à Gbagbo. Gbagbo, depuis il est tout jeune. Et quand on dit leader, un leader politique, il a la vision, il sait comment il allait mener sa chose, tout et tout. Donc c'est même pas comparable. Donc, c'est normal qu'il soit dans son coin, il attend. Et à plusieurs reprises, il a dit que si jamais, Hans l'a tellement si bien dit, si jamais Ouattara n'était pas candidat, il est venu, il veut se présenter parce que pour lui, Ouattara lui a dit qu'il ne devait pas être candidat. Donc, ce n'est pas quelqu'un
à qui on doit comparer à Gbagbo? Aujourd'hui, vous vous levez, vous insultez Gbagbo. Franchement, moi, ça me fait pitié, quoi, quand je pense un peu à ça. Gbagbo, peut-être qu'aujourd'hui, vous le voyez peut-être, vu le coup de l'âge, cette l'âge, mais avec tout ce qu'il a subi, il semble un peu fatigué. Mais sa vision, tout ce qu'il a dit aujourd'hui, tout ce qu'il a comme agenda politique, toute cette vision, elle est là. On ne peut pas comparer à un gars comme Thiam aujourd'hui qui vient à la politique. Non, pas du tout. Bon, à supposer que vous avez échoué avec Gbagbo, ça n'a pas marché, notre coalition n'a pas marché, tout notre front commun n'a pas marché. Donc, Ouattara, Thiam, pourquoi il ne va pas tout seul faire sa politique pour qu'on puisse voir? Pourquoi aujourd'hui il veut il veut une, je dirais, c'est une alliance ou bien je ne sais pas quoi avec Ouattara? Non, qu'il aille tout seul et puis on voit de quoi il est capable. Comme le président Ouattara aujourd'hui, on le voit, oui, Ouattara est fort, c'est rentré, c'est sorti. Il n'a même pas créé un parti politique. Ouattara n'a pas créé parti politique. Tout comme Thiam, il n'a pas créé parti politique. Mais Gbagbo a créé parti politique. Le grand Oufoué, il a été opposant perpétuel, il a été toujours opposant jusqu'à ce que Oufoué parte d'Oufoué. À aucun moment, il n'a pris, en tant qu'un opposant, il était là, il dénonçait ce qu'il fallait dénoncer. À aucun moment, il a fait pris arme, quoi que ce soit. C'est là, on dit, en cela, on voit la force de Gbagbo. Donc, vous n'avez même pas, moi, je ne sais pas sur quoi vous basez. Aujourd'hui, vous vilipendez Gbagbo de tout partout. Surtout vous les Thiamis. Aujourd'hui, franchement, moi, je ne comprends pas quoi. Sur quoi vous vous basez pour pouvoir vilipender Gbagbo. Gbagbo, si nous, on est là pour le mettre en haut. C'est vrai que ce n'est pas vous, votre leader, vous ne le mettez pas en haut. Mais en même temps, vous ne devez pas le taper. Parce qu'aujourd'hui, si nous tous on se lève et qu'on connaît cette chose de la politique et qu'on puisse parler, c'est de fait du Gbagbo. C'est parce que Gbagbo a lutté pour que cette liberté, on l'a aujourd'hui. Pour qu'on vienne dénoncer, on vienne parler de politique. Sinon, même au temps d'Oufoué, même ceux qui étaient avec Oufoué, ils faisaient certes la politique, mais ils ne savaient pas dénoncer. Ils étaient là pour... Oui. Le fait qu'on puisse dénoncer aujourd'hui en politique, c'est le fait de la lutte de Gbagbo. Ok, vas-y. Non, vas-y, tu as ton élan. Je dis si tu finis, quoi. Ah, mais d'accord. Ok. Donc, tout à l'heure, Kevin est en train de répondre, il est en train de... Annie, tout à l'heure, on a dit... Soleil a dit qu'il était fatigué. Bon, on finit notre dernier truc. Il ferme. Donc, c'est en cela qu'il a dit, donc vous êtes fatigué déjà. Ou il a écrit, vous êtes fatigué déjà. Thiam, Kevin Thiam. Qu'il aille à la cinquième, se distraire, qu'il aille à la cinquième. Nakala, la cinquième, il va aller se distraire là-bas. À la cinquième, il y a quoi là-bas? Quoi, t'as Abidjan? Qu'il aille se distraire. D'accord. Ok, bah. Bon, je me suis perdu un peu. Quelqu'un d'autre. Vas-y, Hans. Je peux faire un petit additif pour compléter Hans et puis la soeur qui vient de parler. Si possible. Vas-y. Ok. Donc, je veux appuyer ce que Hans a dit. Hans a dit que Thiam, il a participé à la réunion du groupe de Bilderberg. Et comme je l'ai dit, c'est un groupe secret, fermé, un peu occulte. Et ce groupe-là rassemble les gens influents européens et américains. Donc vous voyez, quand vous dites européens et américains, ça fait penser à l'OTAN, ça fait penser à l'oligarchie impérialiste. Et cette réunion-là, elle est entourée de beaucoup de secrets parce qu'il n'y a jamais de communiqué officiel. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plusieurs dirigeants ont été adoubés à cette réunion-là avant de devenir président de la République. C'est le cas de Bill Clinton. Il a participé à une réunion de Bilderberg avant de devenir président de la République. C'est le cas de Angela Merkel.
c'est le cas de Thatcher, c'est le cas de plein de premiers ministres, même Georges Pompidou. C'est-à-dire, c'est un coin où déjà on prépare des gens. Même Macron, il a été participant à une des réunions avant maintenant de devenir président. Donc vous voyez, c'est un groupe occulte où on adoube les gens de l'oligarchie impérialiste. Et Thiam, pour être plus précis, quand j'ai consulté ChatGPT, Thiam est le seul Africain à avoir pris part à cette réunion-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait même d'avoir été invité une seule fois à cette réunion, ça montre l'intérêt que l'oligarchie a pour toi. Ça montre le rôle que tu peux jouer dans l'oligarchie. Alors que Thiam, il est dit sur ChatGPT qu'il a participé 2 fois, en 2013 et en 2019. Donc vous voyez, c'est le gars. C'est le gars. Maintenant, pour appuyer ce que Majo disait, que Gbagbo, il a une vision, il est porteur d'un projet. Effectivement, nous autres là, quand on suit Gbagbo, moi j'ai toujours dit à mes amis que moi, quand je regarde Gbagbo là, je ne vois pas le tribun qui soulève les foules. Effectivement, c'est une de ses capacités. Mais moi, quand je regarde Gbagbo, je fixe ses yeux. Je vois la hauteur de l'esprit et sa grandeur d'âme. Gbagbo, c'est un penseur. Les gens ne savent pas ça. Gbagbo, c'est un penseur. Regardez, moi, j'ai lu des livres de Gbagbo qui ont été publiés en 1987, dans les années 80. Déjà en 1987, il parlait d'assurance maladie pour les paysans. Il parlait de décentralisation. En 87, donc, déjà en 1987, il avait l'ossature de ce qu'il a proposé en 2000 devant Guéhi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, donnez-moi le nom d'un seul leader politique qui avait déjà consigné, présenté l'ossature de sa vision 13 ans avant d'être validé par les urnes. Donnez-moi un seul. Gbagbo n'est pas venu en politique parce qu'il y avait une place. Il n'est pas venu en politique parce que, ayant été grand commerçant, grand transporteur, grand homme d'affaires, il veut maintenant compléter son CV comme les Jean-Luc Billon en devenant président. C'est pas ça. Il est rentré d'abord porté par une soif patriotique et une vision. Je vous invite, hein, si vous pouvez, essayez de voir si c'est disponible sur Amazon, d'autres sites. Propositions pour gouverner et pour une alternative démocratique de Laurent Gbagbo. Des livres qui ont été écrits avant 1990. Et dedans, là, tu as assurance maladie, tu as décentralisation, tu as retraite pour les paysans. Donc, vous voyez, franchement, Gbagbo, il dit, j'ai 2 métiers. Un métier principal et un métier secondaire. Il dit, mon métier principal, c'est le métier d'historien. Mon métier secondaire, c'est le métier d'homme politique. Mais les deux sont liés.